Je vais être totalement sincère. Aujourd'hui, je n'avais pas l'intention de faire de débrief. Je fais seulement des débriefs quand le match me paraît impressionnant ou le résultat me paraît surprenant. Mais c'est parce que cette Coupe du Monde, c'est juste trop. Je sais que ces temps-ci, je commence toujours les débriefs avec cette fameuse phrase que cette Coupe du Monde est historique, mais c'est parce que trop, c'est trop. La Norvège s'est imposée par la marque de 2-0, 2-1 contre le Brésil, avec le penalty de Neymar qui a servi à rien à la fin. Pour ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, première fois depuis 1990 que le Brésil ne passe pas les huitièmes de finale. Puis en fait, je vois déjà les gens qui disent que le Brésil, ce n'est plus ce que c'était. Ben, ça se tient de plus en plus parce que, évidemment, la dernière fois que le Brésil s'est rendu en demi-finale, c'est en 2014. On sait comment ça s'est fini. Je pense que c'était mieux rester encore qu'arriver en demi-finale puis de faire mettre un 7-1 à la maison. Ensuite de ça, en 2018, si je me souviens bien, ils passent en quart de finale et perdent contre la Belgique. En 2022, ils perdent en penalty contre la Croatie, alors qu'ils avaient bien dominé le match, puis la Croatie, bref, avait eu une occasion là, qui avait été déviée. Puis en tout cas, tout ça pour dire que ce Brésil manque de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'individualités qui sont impressionnantes. En fait, je dirais qu'avec la France, probablement pour moi, c'est l'équipe avec le plus de joueurs que tu les vois position par position, puis tu te dis, la plupart de cette équipe peut être titulaire en Europe dans n'importe quelle équipe. Mais c'est pas assez. On sait que les individualités, c'est une chose. Après ça, la cohésion d'équipe, puis surtout le schéma tactique de l'équipe, ça vient en avant. Puis en fait, justement, ce Brésil, en début de match, je me suis dit qu'il joue un peu mieux puis qu'il se connecte un peu plus. Mais en deuxième mi-temps, ils sont revenus à un jeu pas très organique, un jeu qui est assez vide. En fait, on a vu ça dès le premier match contre le Maroc. Tu sais, si ça n'avait pas été de la merveille de Vinicius, ben, probablement que le Maroc aurait gagné. Le Maroc, pour moi, est une équipe beaucoup plus collective que le Brésil, par exemple. Mais tu sais, je ne veux pas m'éloigner. Mais ce que je veux dire, c'est que ce Brésil manque d'identité du fameux Jogo Bonito. Pour moi, c'est pas un Brésil qui est aussi passionnant à voir. Encore une fois, les individualités sont belles, mais c'est pas un Brésil qui est un très fort collectif. C'est pas un Brésil qui est capable de faire des combinaisons comme les Rivaldo, les R9, les Ronaldinho, bref, toute la génération en nord du Brésil autour du début des années 2000, fin des années 90, nous a habitués. Puis en fait, évidemment, c'est difficile être capable de rivaliser avec ces joueurs historiques mentionnés, mais je veux dire, t'as quand même un Vinicius. T'as quand même même s'il est plus proche de la retraite qu'autre chose, un Neymar qui aurait pu peut-être changer quelque chose si il y avait eu une cohésion d'équipe un peu meilleure une fois entré sur le terrain. T'as quand même un Casemiro, même encore une fois, s'il est proche de la retraite, ça reste un des meilleurs 6 de la génération, pour pas dire de l'histoire. T'as quand même un Marquinhos, un Gabriel, qui pour moi, ces deux défenseurs centrales peuvent être tranquillement dans le top 3, top 5 des meilleurs défenseurs du monde actuellement. T'as un gardien qui fait beaucoup de travail comme Alisson. Bref, je veux dire, c'est pas les individualités qui manquent. Il y a beaucoup de personnes qui disaient que grâce à Ancelotti, justement, il allait avoir un ADN un peu plus concis. Mais bref, Ancelotti, pour moi, ça n'a jamais été un entraîneur qui a un style de jeu très précis, très caractéristique d'un collectif fort. C'est surtout un entraîneur qui est bon pour gérer beaucoup d'individualités, comme il l'a montré avec le Real Madrid, comme il l'a montré aussi la première fois qu'il était allé au Real Madrid et la deuxième fois en 2022 quand il a gagné la Ligue des Champions. Mais je veux dire, c'est ça, c'est plus un entraîneur qui est capable de gérer les égos d'un vestiaire plus qu'un entraîneur qui a révolutionné le foot ou bien a imposé un schéma tactique digne de mention pour le comparer au génie des entraîneurs historiques. En fait, pour moi, Ancelotti fait évidemment partie des meilleurs entraîneurs de l'histoire, mais un Pep Guardiola, même s'il n'a pas les mêmes trophées qu'Ancelotti, reste au-dessus en raison de la révolution qu'il a fait avec beaucoup de positions et beaucoup aussi d'aspects techniques du schéma tactique qu'il a fait avec le FC Barcelone à partir de la saison 2009-2010. Bref, encore une fois, on s'égare, mais je veux dire, les gens qui disaient qu'Ancelotti allait magiquement changer la situation du Brésil, ben, c'est clairement un échec monumental. Perdre en huitième de finale avec l'équipe que tu as, c'est un échec monumental. Puis je veux dire, aussi, je trouve que les changements qu'il a fait, c'est pas nécessairement les meilleurs changements. En fait, revenons à Hendrick. Hendrick, je veux revenir à lui surtout parce que
avec le Real Madrid. Puis ça, encore une fois, je veux vraiment pas regarder de haut personne, mais pour avoir vu beaucoup de matchs du Real Madrid, pour avoir vu la première saison d'Hendrick dès qu'il arrive au Real Madrid, Hendrick, c'est un bon joueur en termes d'éclat individuel, mais il est trop inconstant pour faire partie de l'élite footballistique, au moins pour le moment. Encore très jeune, encore une carrière devant lui, évidemment. Mais je veux dire, les gens qui disaient que depuis qu'il est en Ligue 1, ben, il fait des merveilles. Je veux dire, c'est la Ligue 1, encore une fois, sans décréditer la Ligue 1, c'est la 5e meilleure ligue de l'Europe, évidemment. Mais je veux dire que la raison pour laquelle il a été mis en prêt, c'est à cause de son inconstance. Les gens, ils se souviennent pas plus tard que la saison dernière, quand le Real Madrid ne se qualifie pas directement à la phase éliminatoire de la Ligue des Champions, ben, une des raisons, c'est Hendrick. Une des raisons pour laquelle Lille réussit à battre le Real Madrid, c'est que Hendrick avait été titularisé, si je me souviens pas bien, au moins 2 occasions là, qui étaient faites, des buts clairs, des buts qui sont faciles, ben, c'est Hendrick qui les avait raté. Puis aujourd'hui, c'est pas l'exception. Après une passe incroyable de Vinicius, Hendrick vient rater l'immanquable. Puis c'est ça qui te coûte cher dans des matchs importants. Dans une Coupe du Monde, tu peux pas rater des occasions comme ça. Puis bref, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent encore une fois, à cause que Hendrick est en train de monter en forme en Ligue 1, ben il devrait retourner au Real Madrid. Puis il a sa place dans le 11 titulaire NON. Hendrick, arrêtez ça. C'est pas un joueur qui est pour le moment prêt pour l'élite. Un joueur beaucoup trop inconstant. Il y a beaucoup d'éclats, je répète. Mais pour le moment, Hendrick, ça me surprendrait qu'il soit capable de jouer titulaire avec une forme comparable aux meilleurs attaquants du monde dans une ligue, dans le top 3 des ligues européennes, sincèrement. Peut-être en Serie A, peut-être en Bundesliga, mais tu sais, pour la première ligue ou pour la Liga, c'est beaucoup trop grand pour lui, à mon avis. Bref, pour non plus juste dire que c'est de la faute de Hendrick. Encore une fois, pour moi, Guimarães, c'est la première personne qui se tire dessus pour le Brésil. Ensuite de ça, encore une fois, ça c'est difficile à évaluer match par match, mais même si j'ai dit que Marquinhos et Gabriel ont fait un bon match, en fait, c'est des bons joueurs. Pour moi, il ne faut pas leur meilleur match. De base, Gabriel, il connaît très bien Haaland, puis c'est très bien que ce genre de ballon envers Haaland, c'est le genre de ballon qui marque à City. Je sais pas, il aurait pu peut-être avoir un meilleur placement défensif sur le premier but d'Haaland, le but de la tête. Ensuite, le deuxième but, ben écoute, la défense laisse passer le tir, rien à faire pour Alisson, mais Haaland, incroyable. Mais je veux dire que moi, en tenant compte que justement ces deux défenseurs-là font partie des meilleurs défenseurs du monde, ben, je m'attendais peut-être un peu plus d'eux sur le premier but. Surtout de Gabriel qui était proche de Haaland, même si Haaland, c'est évidemment un joueur qui est très difficile à bouger. Ben, bref, Gabriel en étant parmi c'est ça, les meilleurs défenseurs du monde, je m'attendais à un meilleur travail de sa part. Vinicius, rien à dire. Vinicius est incroyable. Puis Vinicius, c'est de loin le meilleur joueur du Brésil. Puis Vinicius aussi, pas seulement en raison de ce match, mais en général, ce qu'il n'y avait pas nécessairement en début de carrière. En fait, premièrement, c'était la finition. Après ça, il s'est magiquement transformé en un finisseur avec une magie inexplicable pour moi. Mais aussi, initialement, c'était surtout un joueur qui était vif, qui gagnait tous ses 1v1, qui était surdoté physiquement avec sa vitesse. Mais en termes de création de jeu, il n'était pas toujours là. Depuis maintenant 2 saisons faciles, ben Vinicius démontre qu'en plus de son aspect de déséquilibre individuel, comme j'ai mentionné, son aspect de finisseur, ben il y a aussi un aspect de créateur de jeu qui est incroyable. Puis Vinicius, c'est pas le joueur que je préfère en termes d'attitude, mais je dois lever mon chapeau. C'est le meilleur joueur du Brésil. Puis c'est dommage pour lui d'être éliminé si tôt dans la compétition parce qu'évidemment, en ce moment, les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, c'est Messi, Mbappé, Haaland. Mais Vinicius, même sans avoir... en n'ayant pas les mêmes buts, ben, il faisait partie pour moi des individualités à surveiller d'ici la fin du tournoi. Puis bref, je pense que s'il y avait eu plus de matchs, il aurait peut-être pu avancer en termes de buts, puis aussi en termes de passes décisives, puis faire partie dans les candidats de meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. C'est ça, rien à dire pour Vini. Du côté de la Norvège, Haaland, évidemment, c'est Haaland. Puis encore une fois, Haaland, je répète, pour ceux qui disaient qu'il apparaissait seulement en club et non en sélection, ben, c'est faux. Est-ce que, par contre, c'est quelque chose d'intéressant de dire, en fait, d'analyser cette phrase, ce qui est vrai, c'est que Haaland a besoin d'une équipe autour de lui pour la mettre dans le but. Ça, c'est vrai. Mais je veux dire, dès qu'il y a une occasion où, a priori, pas tous les 9 seraient capables de la marquer, ben, Haaland, la plupart du temps, il la marque.
d'une manière très ferme. Puis encore une fois, la tête qu'il fait aujourd'hui, le centre est très très bon. C'est un remplaçant qui met le centre, je me souviens plus c'est qui. Mais la tête est parfaite, rien à faire pour Alisson. Puis encore une fois, le deuxième but, ben tu sais, la défense pour moi le laisse un peu tirer, mais rien à faire pour Alisson non plus sur cette frappe de son pied gauche. Haaland, en seulement... En fait, moi je suis dégoûté parce que Messi est en train de démontrer que malgré son âge, il peut faire partie des meilleurs marqueurs de la Coupe du Monde et le meilleur marqueur de la Coupe du Monde. Mais après ça, t'as Haaland puis t'as Mbappé qui jouent puis ils remarquent les buts puis ils viennent égaliser le record de Messi. Non mais ouais, c'est fou. Mais Haaland est incroyable. Puis Haaland, encore une fois, ben, je crois qu'il peut encore briller avec City, mais s'il bouge à une autre équipe, ça serait très intéressant de le voir aussi, parce qu'évidemment, il y a une Ligue des Champions, mais pour moi, il pourrait peut-être avoir plus de trophées avec une autre équipe. À suivre, qu'est-ce qui va se passer, mais pour l'instant, je crois qu'il est lié fortement à City. Voyons voir si avec le départ de Pep, ça va être différent, parce que c'est Pep, évidemment, qui l'amène de Dortmund à City, puis on sait toujours que ce qui est important, c'est la relation entre le joueur et l'entraîneur. Dès qu'il y a une coupure entre cette relation-là, ben, les performances peuvent baisser. Donc, on verra ce qui se passe avec Haaland. Mais bref, je pense que pour n'importe quelle équipe, si ce neuf était titulaire, ben, ça serait seulement bénéfique. Je vais dire quelque chose par rapport à une autre individualité. Je dirais le joueur le plus médiatisé après Haaland du côté de la Norvège, qui est Ødegaard. Ben, Ødegaard, il me déçoit, sincèrement. Parce que Ødegaard, il y a quelques saisons avec Arsenal, avec la comparaison qu'on faisait de lui et Bruno Fernandes, ben, il y a des gens qui disaient que Ødegaard était de loin meilleur que Bruno. Au début, moi, je voyais un débat qui pouvait se faire, mais sincèrement, Ødegaard, moi, il me déçoit. Sans dire qu'il fait un mauvais match, pas seulement, encore une fois, ce match-ci, mais aussi en général en Ligue des Champions, la saison actuelle et la saison dernière, malgré des blessures d'Ødegaard que je comprends qui peuvent limiter ses performances. Mais Ødegaard est certainement pas le jeune joueur qui avait un avenir très très brillant devant lui. C'est encore une fois un joueur qui mérite d'être titulaire en Norvège, mais Ødegaard me déçoit. Je me serais attendu qu'au moins Ødegaard soit le deuxième meilleur joueur de la Norvège, mais pour moi, non. Pour moi, il y a encore une fois un Oussa qui peut être au-dessus de lui, le remplaçant qui est entré, que laissez-moi vous dire son nom exactement. J'avais la peine de ne pas vous dire le nom, mais maintenant que je vois le nom, j'ai encore plus de difficultés. Schjelderup, je pense que je l'ai eu. Ou sinon le gardien de la Norvège qui, encore une fois, pour moi, aujourd'hui fait un match de fou. Pas seulement avec l'arrêt du penalty de Guimarães, mais avec l'erreur de la défense de la Norvège qui a failli terminer en but contre son camp. Avec cette déviation très très bizarre du joueur de la Norvège, ben, il fait pour moi un des arrêts de la compétition, si c'est pas le meilleur arrêt de la compétition pour le moment. Donc bref, la Norvège surprend. La Norvège, encore une fois, une équipe un peu plus concise que le Brésil. Le Brésil n'a aucune excuse pour jouer comme il joue. Moi, je pense que c'est une erreur de l'entraîneur et aussi un manque d'ADN à ce Brésil. Puis, une nouvelle fois, le Brésil déçoit en Coupe du Monde. Puis maintenant, encore une fois, pour les gens qui disaient que le Brésil, c'est plus le Brésil que c'était, ben, tu sais, je disais, ben, il exagère, mais là, en fait, je voyais l'argument qui était plausible, mais maintenant, aujourd'hui, je pense que dire le contraire, ça serait mentir, parce que non, sincèrement, c'est fou contre la Norvège. Bref, à suivre, qu'est-ce qui va se passer avec la Norvège? Parce que la Norvège a quand même un tableau, écoute, peu importe du côté du tableau que t'es, il va y avoir des matchs qui vont être difficiles, mais si je ne me trompe pas, le tableau de la Norvège, en fait, la Norvège va s'affronter soit au Mexique ou à l'Angleterre. Donc, je veux dire, a priori, ça reste encore un géant potentiel qui est l'Angleterre, mais admettons que le Mexique passe, ce qui serait pas impossible avec, on va dire, le fait que le Mexique a un public plus local que l'Angleterre. Ben, attention à la Norvège, hein, parce que l'équipe Cendrillon, pour le moment, c'est le Cap-Vert. Mais la Norvège, pour moi, si c'est pas la deuxième, c'est la troisième équipe Cendrillon de cette compétition. Puis, encore une fois, chaque côté est difficile, mais a priori, l'autre côté, où il y a l'Espagne, le Portugal, la Belgique et la France et le Maroc, pour moi, c'est un côté un peu plus difficile parce que de ce côté-ci du tableau, ben, t'as l'Argentine, t'as l'Angleterre, puis après ça, c'est des sélections qui sont accessibles pour moi. Fait que bref, on va voir qu'est-ce qui se passe avec la Norvège, mais très surpris par le jeu des Norvégiens, très déçu par le jeu du Brésil. Comme je dis, avec les noms qu'ils ont, ils devraient faire mieux. Mais, comme on dit, c'est pas les individualités qui gagnent un match, c'est l'expérience et le collectif. Un gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus!